Marie-Isabelle Claro Ferrer est colombienne, auteure, conférencière, créateur du Congrès de l'amour irrésistible. Et elle va nous parler d'une conférence que j'aime beaucoup, Amour quantique et réalité, attirer l'amour de sa vie. En fait, dans cette conférence, elle va nous raconter comment elle a fait déjà elle-même pour attirer son couple d'aujourd'hui qu'elle a ressenti et rêvé pendant des années. Nous sommes Olivier et Marie-Isabelle Ferrer, créateurs du congrès online de l'amour irrésistible. Bonjour à toutes et à tous. Marie-Isabelle est auteure, coach, conférencière internationale. Elle est originaire de l'Amazonie colombienne et elle est là aujourd'hui avec nous pour nous parler d'amour quantique et de réalité. Alors, pourquoi parler de deux concepts qui sont totalement différents? La réalité ou le quantique? On parle de plus en plus de l'aspect quantique. Depuis quand as-tu eu la notion de l'existence du quantique et depuis quand navigues-tu entre cet aspect quantique et la réalité? Bon, c'est depuis des années que je suis dans ce concept qu'il y a du monde. J'imagine que c'est bien sûr par mes origines. Je suis née en pleine Amazonie où l'existence de l'invisible n'a pas de souci. On parle tout le temps de l'invisible, on parle tout le temps qu'il y a un monde au-delà de ce qu'on regarde. Donc, la réalité pour moi, c'était toujours divisé en deux. C'était divisé en toutes les choses que je peux toucher. Mais il y avait une réalité beaucoup plus facile, beaucoup plus sympa, beaucoup plus libre dans le monde invisible. Dans le monde invisible, c'était possible de parler avec les fées, avec les lutins, parler avec les anges, rêver, voyager, croire que tout était possible. Dans le monde réel, non. Dans le monde ici, dans la réalité, il fallait quand même rester dans cette position de vivre ce qu'on pouvait toucher, ce qu'on peut vraiment attendre avec les sens. Donc, depuis toujours, j'étais dans ces deux mondes et disons que j'avais démarré d'une façon innocente à faire ça. Et après, je suis passée à le faire d'une façon plus inconsciente. Quand je régnais de toute cette histoire, bon, je suis partie de l'Amazonie, je suis allée à Bogota, la capitale, je démarrais tout mon travail comme professionnel. Je commençais à continuer à vivre dans ces deux mondes, mais d'une façon inconsciente. Bien sûr, les créations n'étaient pas toujours belles. Et c'est maintenant, et tu le sais bien avec toi, qu'on est vraiment dans ces deux mondes, mais d'une façon consciente. Et c'est là où on se rend compte que la réalité peut devenir magique, peut devenir vraiment extraordinaire. Ah, j'aime bien ce concept d'innocence, d'inconscience et de conscience. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est mon maître Gérard Smedlin en Colombie, c'est un homme éveillé, qui n'est plus avec nous, qui nous avait appris ces concepts que je gardais dans mon cœur par rapport à toutes ces croyances qu'on peut entendre autour de la réalité, de comment on crée la vie, de comment ça se fait, comment est-ce qu'on doit vivre. Dieu, et tu le sais, j'ai l'habitude de garder quelles croyances qui me facilitent la vie. Si je trouve une croyance qui me facilite la vie, je dis voilà, et celle-là, je la prends. Et quand j'ai entendu ce grand maître parler de ces concepts d'innocence, inconscience, conscience, je trouvais que ça avait toute une logique et que ça me permettait aussi d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'il disait Gérard de Smedlin? Il disait que nous étions tous inévitablement dans un état de conscience. Simplement, on n'était pas en état de maturité, on n'était pas suffisamment mûrs dans cet état de conscience. Il disait, on arrive tous dans un état d'innocence. On est innocent, on est éveillé à la vie, on profite de la vie, mais c'est innocent. On n'est pas conscient que c'est vrai, la vie est merveilleuse. Non, on est émerveillé avec une fleur parce qu'on ne sait pas si on peut la manger, on est un bébé, on marche, on est ravi, mais c'est innocent tout ça. C'est nécessaire de passer à l'état d'inconscience pour pouvoir vraiment, après, s'éveiller à la conscience, que c'est ce qu'on fait maintenant. Donc, ça ne sert à rien qu'on soit dans un état d'innocence dans lequel on profite de la vie, on profite de tout, si après, on ne peut pas perdre de ça pour pouvoir, d'une façon plus familière, dire ça doit nous manquer après cet état. Donc, c'est comme si on passe par cet état d'inconscience, on joue la victime, on joue je suis déconnecté de tout, on est là à se plaindre de tout. Donc, quand on est dans cet état, ça nous manque cet état d'innocence dans lequel on était connecté avec la vie, papa et maman nous donnaient tout, on était aimés, soutenus, c'était vraiment un bonheur, mais un bonheur qu'on croyait que c'était normal comme ça.
Donc, quand on passe à l'inconscience, ça commence à nous manquer. Ça nous manque, on dit, qu'est-ce qui s'est passé avec ces bonheurs? Et c'est là où la conscience peut s'éveiller. Donc, c'est à ces moments-là qu'on peut commencer à se dire, tiens, il doit y avoir quelque chose qui puisse me faire reprendre ce bonheur que j'expérimentais quand j'étais un nouveau-né, un bébé. Mais maintenant que je suis là, je suis avec mon travail, je fais des choses qui sont pas agréables, mes parents ne sont pas là, je sais maintenant que je n'étais pas l'unique priorité de mes parents, toutes ces choses-là. Donc, c'est très intéressant de pouvoir comprendre que passer à la conscience, c'est un pas qu'on peut faire qu'en expérimentant cette inconscience de notre vie au quotidien. Donc, j'expérimentais la création et la promenade, on va dire, dans le monde quantique et la réalité, aussi dans ces trois états. Et la création se fait de toutes les façons. Quand on est en état d'innocence, on fait une création. Et donc, tout le monde nous aime et ça se fait facilement, mais on ne peut pas profiter de ça. On ne peut pas avoir cette idée de « Ah, c'est moi qui ai créé ça ». Non, le bébé dit « Bon, c'est normal, c'est comme ça ». Après, c'est dans l'état d'inconscience qui est intéressant. Et c'est là où je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens, et nous-mêmes, qui avons resté des années en état d'inconscience, dans l'état où on se croit qu'on est victime de la réalité, qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui nous arrive, qu'on est trop petit par rapport à ce qui est en train de se passer, que ça va être compliqué finalement la vie et qu'on n'est pas à l'auteur. Dans cet état, on est impuissant, on n'arrive pas à croire qu'on est créateur. C'est impossible d'imaginer qu'on est créateur. Pour passer après à cet état où on est maintenant, où on sait qu'on peut créer. Un état de conscience. Exactement. Ce qui laisse effectivement la porte ouverte à des créations sans fin. Et l'amour dans tout ça? Oui, l'amour, c'était mon plus grand maître, définitivement. C'était mon état d'inconscience le plus grave, on va dire, où je me sentais vraiment la plus perdue. C'était dans le thème de l'amour. Disons que c'était dans l'amour où je sentais que, dans la relation de couple particulièrement, où je sentais que je n'étais pas aimée, que je n'étais pas à l'auteur de certains hommes, de certains types de relations, de certaines circonstances. Et c'était dans la relation de couple aussi que je ressentais que c'était quelque chose dans lequel j'étais trop petite pour gérer, par exemple, une famille, pour gérer une relation de couple, une communication idéale, pour connecter avec un homme qui était à l'auteur de mes rêves, de ce que je voulais. Donc, c'est dans cette partie de ma vie où je me sentais qu'il fallait faire quelque chose, que je ne pouvais pas continuer comme ça parce que ce n'était pas agréable. Donc, je me suis dit un jour, c'est pas possible que je puisse vivre une vie de femme épanouie si mon côté couple, mon côté cœur, mon côté romantique, comme vous voulez l'appeler, ce côté où on aimerait bien se promener de la main et avoir quelqu'un qui t'amène au cinéma. J'étais adolescente, je rêvais au moins d'une fête pour la Saint-Valentin, d'un cadeau, pour des choses simples. Je me suis dit, c'est pas possible que je sois épanouie dans cet aspect-là. Donc, dans mon inconscience, je me suis dit, c'est pas grave, je ne peux pas être épanouie en couple, je vais m'épanouir dans les côtés professionnels. J'ai mis tout mon effort et toute mon inconscience, qui est une énergie aussi, on est en énergie aussi, et toute l'énergie de mon ego pour développer ma vie professionnelle. Mais les vides de la relation de couple continuaient à m'appeler, à m'interpeller. Et je pense qu'à ce moment-là, fatiguée de ressentir ce vide, je commençais à ressentir cette nostalgie, cette vide, cette manque de ce que j'avais expérimenté quand j'étais dans mon état d'innocence, quand j'étais bébé, ce bonheur, cette complétude d'être en unité, de me savoir aimer, de me savoir lumineuse, de me savoir tout ça. Et là aussi, j'aurais pris mes origines. Je viens chercher toute l'information que j'avais appris de mon grand-père, de ma mère, autour de comment ça fonctionne la réalité, comment il ne faut pas rester coincé dans ce que tu vis, dans ce que tu vois, dans ce que tu touches, sinon qu'il faut partir dans une autre dimension, dans cette dimension que maintenant on dit quantique,
Moi, à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait quantique. Maintenant, on sait tous, il s'est prouvé par la science qu'il y a une dimension, que nous sommes tous collés, qu'il y a une infinie possibilité de solutions, d'options pour vivre. Donc, je me suis dit, ok, si ce que je vis maintenant dans la réalité, c'est-à-dire un chéri qui ne m'appelle pas, ce n'était pas mon mari, je ne vivais pas avec lui, mais j'avais un petit ami qui ne m'appelait pas, qui trouvait que ce n'était pas important voyager avec moi, faire des activités avec moi, que c'était simplement m'aimer, c'était suffisant, et pour lui, ce n'était pas nécessaire de passer du temps ensemble. Toutes ces choses que je rêvais de faire, pour lui, ce n'était pas important. Donc, je me suis dit, ok, c'est ça la réalité que je veux, mais qu'est-ce que je veux vraiment? C'est ça la réalité que j'ai. Pardon. Mais donc là, tu nous parles d'un moment où tu es rentré dans une phase de conscience par rapport à ta vie professionnelle, où tu étais effectivement reconnu, où tu t'épanouissais, on va dire, mais il te manquait quelque chose. Donc, il y a eu à ce moment-là une prise de conscience. Comment elle est arrivée, cette prise de conscience, et comment tu as pu effectivement basculer vers ce qu'on va appeler maintenant la création quantique que tu vas développer avec nous? Disons que c'était par étapes aussi. Ça, c'est aussi mon maître Gérard Smedling qui nous apprenait ça par rapport à l'état de conscience. C'est que je suis arrivée d'abord à croire que j'étais, par exemple, punie par la vie, qu'il avait une malédiction, par exemple, dans ma famille. Ma mère aussi était une veuve, mais ma grand-mère aussi. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il y a vraiment une situation qui est liée à mes ancêtres. J'ai une malédiction, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de solution. Après, j'ai commencé à lire, à me former, à me rappeler des choses, et dans lesquelles je pouvais voir que vraiment des décisions que j'avais prises, que l'éducation que j'avais reçue touchait d'une façon certaine ce qui était ma relation de couple dans la terre. Qu'il y avait des fidélités, qu'il y avait des choses. Donc je me suis dit, ok, peut-être que quelque chose que je fais dans ma vie a touché cette relation de couple que je vis maintenant. Peut-être que quelque chose que je fais touche cette réalité que je suis en train de vivre. Peut-être que d'une façon comme ça petite, je suis responsable. Ça a commencé. Mais c'était déjà trop tard, c'était déjà fait. Bien sûr. Donc c'était une conscience, mais tardive. Mais c'était une conscience quand même. L'idéal dans la conscience, c'est arriver à ce moment-là, comme nous sommes maintenant, où on est en conscience préventive, on va dire, avant. C'est-à-dire, avant de prendre une décision, avant d'avoir une pensée, avant de se mettre dans un état d'esprit, on prend de recul, on dit, attention, si je fais ça, si je dis ça, je sais que je suis en train de créer, je sais que je suis en train de faire. Donc là, tu étais dans ta réalité quotidienne, avec une prise de conscience de plus en plus forte. Et dans ce processus, à quel moment tu as perçu la faculté, la facilité ou l'accès de pouvoir te brancher à cette dimension quantique qu'on évoquait? Quel a été ton processus et quel serait le mode d'emploi? Quel était ton mode d'emploi? C'est finalement cette même réalité qui m'a fait réveiller. Et j'avais cette réalité, je te disais tout à l'heure, j'avais cette réalité qui ne me plaisait pas, mais qui était là. C'était évident, je pouvais pas... En plus, j'étais dans une relation où je n'arrivais pas à quitter cette relation. Je savais que ce n'était pas l'amour de ma vie, je savais qu'il ne m'aimait pas comme je voulais, je savais que je n'avais pas ça, mais je n'arrivais pas à quitter. Peut-être une sorte de dépendance affective, peut-être je ne sais pas quoi, mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de quitter cette relation parce que finalement, c'était une relation plate. Il ne me faisait pas vibrer, mais il ne me faisait pas de mal non plus. Donc il ne me tapait pas. Donc je me disais, bon, c'est mieux que rien. C'est tiède. Oui, c'était une sorte de une façon d'être conforme. Donc, mais ce n'était pas ce que je voulais. Donc, il y avait cette réalité-là, et de l'autre côté, il y avait ce que mon âme, ce que mon cœur me pulsait, il me disait, allez, on va avoir une relation de couple spectaculaire, on va avoir quelque chose qui nous permette vraiment d'inspirer le monde. Et de l'autre côté, j'avais cette histoire tiède. Donc, finalement, c'est cette même réalité qui m'a permis d'aller chercher quelque chose de mieux. C'est pour ça que je pense qu'il faut tout le temps être dans les deux dimensions. Il faut être attentif de ce qui m'arrive et dire, alors, est-ce que je vis maintenant, ça me plaît? Si ça ne me plaît pas, c'est pas grave. C'est ça la différence. C'est pas grave. Je peux commencer à créer une nouvelle chose. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je sais, parce que depuis petite, mon père, ma mère, mon grand-père, ma mère m'ont dit qu'on pouvait
demander tout à la vie, à Dieu, ils m'ont appris. C'est le mot que j'utilisais tout le temps, c'est le mot qu'on utilise chez moi. Mais maintenant, je sais que c'est l'univers, la force quantique, comme vous voulez l'appeler, il n'y a pas de souci. Mais mon grand-père me disait, tu sais, à Dieu, tu peux lui demander tout. Et jamais quelque chose que tu demandes à Dieu reste sans réponse. Donc, si tu demandes quelque chose, la réponse vient. Le problème, c'est comment tu vas la recevoir, parce que recevoir demande un changement. Donc, il me disait tout le temps, tu sais, si tu as envie par exemple, si tu as envie d'avoir des bonnes qualifications, tu demandes ça au bon Dieu, le bon Dieu va te donner ça. Mais après, il faut te comporter comme une fille qui a des bonnes qualifications à l'école. Tu ne peux pas continuer à te comporter d'une façon différente. Et d'ailleurs, j'étais la meilleure élève de l'école parce que je savais que le bon Dieu me donnait tout le temps cette possibilité. Donc, je faisais ma part et j'avais ce résultat-là. Je me suis dit, ok, donc je vais commencer à demander à la vie, à Dieu, à l'univers, cette relation que je veux. Je fais la typique liste. Je vous promets que c'est vrai, je vous fais la liste. Mais à cette fois-ci, je n'ai pas fait une liste conformiste. Je n'ai pas fait une liste, je me bien une relation de couple sympa. Non, je fais une liste vraiment extraordinaire. Je me suis dit, ça doit être tellement grand que je puisse me rendre compte que je suis vraiment dans une autre création. Parce qu'avoir une relation de couple, c'est pas si compliqué que ça. On est d'accord, on peut sortir en boîte, on fait une fête, on rencontre quelqu'un, on s'adapte, on dit oui, il n'est pas si mal que ça et on peut rentrer en relation. Tu as fait une liste finalement sans limite. Exactement. D'un monde idéal. Ah oui, oui, oui. Une relation idéale. Mais Disney, Hollywood, c'était un truc hallucinant. Avec les effets spéciaux et tout ça. Et je montrais ça à mes copines et mes copines disaient, mais ça va pas, ça n'existait pas, tu trouveras jamais quelque chose comme ça, parce que c'était des opposés. Je voulais un homme avec lequel je pouvais parler d'affaires, faire des affaires, mais en même temps être mort de rire tout le temps, avoir une sexualité épanouie, qu'il soit coquin, mais qu'il soit aussi très spirituel, qu'il soit vraiment disponible à méditer avec moi, mais qu'il soit capable de se promener dans la rue, me prendre les fesses, me prendre les seins. Tu vois, c'était un monde totalement difficile à concevoir. Mais que je comprenne bien et que nous comprenions bien dans le processus de ce début de création, parce qu'on peut dire que là on est au début de la création. Tu avais déjà ça dans ton esprit, tu avais déjà ces envies au plus profond de toi-même, ou c'est quelque chose, tu as pris un temps pour poser, tu dis oui c'est ça que je veux, ou est-ce que ça revenait du plus profond de toi-même par rapport à des frustrations que tu n'avais pas eues par le passé. Là, on parle de l'amour, on pourrait parler d'autre chose, mais est-ce que ça a été alimenté par de la frustration ou plus par des sentiments de gratitude, de compassion? D'où venait entre guillemets, ce cahier des charges? Des deux choses. Ça venait beaucoup de ce que j'ai vécu, je ne veux plus. Donc, je ne veux plus une histoire tiède, je veux une histoire fantastique. C'était dans l'opposé. Je ne veux pas ça. Donc, finalement, ou dans les endroits où je n'avais pas une idée claire de ce que je voulais, j'avais une idée claire de ce que je ne voulais plus. Donc, si je ne veux plus une histoire tiède, je veux une histoire phénoménale, fantastique. Donc, pour ça, je m'aidais des films de Hollywood, je voulais une rencontre exceptionnelle, je voulais ressentir le coup de foudre, par exemple. C'était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Mes copines parlaient de ça, les films parlaient de ça, les livres parlaient de ça, et moi, je ne savais pas ça. Donc, je me suis dit, je veux un coup de foudre, parce que je me bien ressentir que cette création, c'est une création qui vient d'ailleurs, que ce n'est pas la création que je fais normalement ici, ma construction, parce que je drague quelqu'un, parce qu'il me drague, parce que se rencontre. Donc, j'aimerais bien avoir cette tête de monde quantique, savoir que je suis allée toucher quelque part pour que l'histoire vienne se faire réalité ici, mais que ça soit quelque chose de différent. Donc, j'avais dit, j'aimerais bien cette grande des riz qui vont me montrer le schéma en disant, oui, c'est le bon. Ton petit pousset pour accéder à une nouvelle dimension. C'est bien celui-là, oui. C'est nous qui sommes en train de t'aider pour dire nous, cette force quantique de plus grand. Donc, c'était les deux choses. C'était des choses que je rêvais d'avoir parce que j'avais vu. Je n'avais pas un modèle de couple chez moi. Il y a une autre chose qui est importante aussi à dire, c'est que j'avais fait beaucoup de travail personnel, beaucoup de coaching, de stages, des ateliers. J'avais fait plein de formations, mais énormément d'investissement d'argent dans plusieurs choses. Donc, moi, j'étais convaincue qu'il avait tout le temps des choses à guérir chez moi. Donc, il me manquait tout le temps quelque chose. Il me manquait quelque chose. Ah, je dois avoir un blocage. C'est pour ça que ma relation de couple ne marche pas. Ah, ça peut-être que je ne suis pas vraiment bien, je ne communique pas bien. Je prenais un cours de communication. Ah oui, mais peut-être que je ne connais pas bien les hommes, donc je apprenais comment traiter avec les hommes. Peut-être que je ne drague pas bien, donc peut-être que physiquement, je ne suis pas belle, donc je changeais tout mon aspect physique.
Donc j'avais fait beaucoup de choses. Et c'était un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement? Je ne peux pas continuer toute ma vie, je vais bientôt avoir la trentaine, à continuer à dire, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, et je continue à apprendre, je continue à m'éveiller, je fais un cours ici, un cours là-bas, un cours là-bas. Non, je fais qu'un coach. Je dis, écoute, mon objectif, c'est ça. C'est avoir une relation de couple comme ça. Je prends un coach, un seul, et j'ai arrêté tout le reste. Et je commençais ce travail quantique de mon côté. Mon coach ne savait pas que je faisais ça. Et donc, je fais ce cahier de charges. Et je me suis dit, ça y est, je ne suis pas capable de le faire. Moi, toute seule, avec mes forces, avec mon intellect, avec mon ego, avec mes habitudes, avec mes héritages, avec mes fidélités, avec mes loyautés, tout ce que j'ai vécu avec ma famille. Je ne peux pas le faire. Je laisse l'infini des possibles, Dieu, l'univers, m'aider à faire ça. Et je me donne les moyens pour ça. Je reste en visualisation tous les jours. Je reste en ressentant tous les jours que ça y est, c'est fait. Même si ma réalité me montre une autre chose. Donc, mon travail, finalement, c'est devenu pendant un an, avoir cette conversation avec cet homme de ma vie, à l'écouter, à lui poser des questions dans l'imagination. Oui, mais là, nous sommes dans la réalité. Et alors, comment tu as pu faire, justement, pour vivre au quotidien un pied dans la réalité, un pied dans la dimension quantique? Tu étais une femme d'entreprise, tu avais des engagements, tu avais des horaires, tu avais du stress, tu avais des obligations, enfin, comme nous tous et comme nous toutes. Mais comment tu faisais pour avoir un pied dans cette réalité et un pied dans ce monde quantique, pour pouvoir créer, justement? C'est devenu une habitude. Je me souviens la première fois où j'ai eu cette conversation, cette première conversation avec toi, que je ne savais pas que c'était toi. C'était un moment, j'étais dans ma voiture, j'allais partir pour faire mon travail, pour un rendez-vous professionnel, le rendez-vous des ventes de tous les matins, le lundi. Et j'ai eu cette présence, dont la première chose, c'était croire à mes ressentis. Je ressentais une présence d'un homme à côté de moi, dans la voiture, mais je voyais rien, je voyais personne. Mais je savais que cet homme était là. Donc d'abord, croire à mes ressentis, dire, ok, si tu es là, bonjour, je te dis bonjour, et me laisser ressentir ce qui venait de cette présence. Et cette réponse a été très claire. Je ressentais aussi ces réponses. À partir de ce moment, le travail était savoir si cette réponse c'était moi qui l'inventais ou si c'était vraiment une réponse qui venait d'ailleurs. Donc ça, c'était un autre travail que j'ai commencé à faire. Et finalement, c'était la pratique parce que j'avais un gros entraînement. Je suis née, comme je disais tout à l'heure, dans un endroit où on ne fait pas la différence. Donc j'avais cet entraînement-là. Mais j'avais passé beaucoup de temps loin de ma culture et loin de mes origines. Donc j'ai dû apprendre aussi à réveiller mon intuition, à savoir comment ça s'est passé, à comprendre. Et finalement, après, c'est le provoquer tout le temps. Chaque fois que j'étais dans un moment de ma réalité, des couples qui ne me plaisaient pas, bien sûr, je pleurais, je me sentais malheureuse, je disais, mais c'est pas possible, mais c'est pas juste. Mais je restais pas beaucoup de temps là. Je restais quelques minutes. Peut-être je me centrais dans mon corps à pleurer un moment, à me sentir abandonnée, inutile, moche, mal aimée, tout ce que vous voulez. Et je me ressentais dans mon corps, tout ça, ce qui me faisait, je pleurais. Et immédiatement après, je disais, et tu es où mon amour? Viens me chercher. À cet amour parfait, à cet amour de ma vie, que je l'appelais. Je disais, amour de ma vie, tu es où? Viens me chercher. Et je me permettais ça. Après, dans le quotidien, comme tu disais, si j'étais par exemple dans un rendez-vous d'affaires où je commençais à m'ennuyer parce que ça se parlait la même chose, je mettais ma tête un petit peu en arrière. Par exemple, j'étais en train de parler avec toi, tu commençais à dire des choses que je savais déjà, que tu essayais de me vendre quelque chose que je n'allais pas acheter. Donc, je mettais ma tête un petit peu en arrière et je disais en silence, amour de ma vie, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Viens me chercher. Ok, donc c'était comme ça finalement, tous les jours, un pied dans la réalité, un pied dans le monde quantique. Mais finalement, ça t'a pris combien de temps de gymnastique et de grand écart entre la réalité et le quantique? Disons que c'est très relatif, parce que le temps n'existait pas, mais je sais qu'on aime bien. Et si j'avais eu cette conversation ou cette vidéo à l'époque où j'étais célibataire et je n'étais pas en couple, je pense que la première question que j'aurais posée, c'est, mais ça va me prendre combien de temps? Ça me prend combien de temps? Figure-toi que du moment où tu commences à expérimenter la réalité quantique, le monde quantique,
avec tout ton être, le temps ne devient pas un souci. Parce que même si ta réalité, tu es célibataire, ou ta relation de couple ne te correspond plus, ou vraiment tu as peur, par exemple, que le temps passe, que tu puisses plus avoir des enfants, par exemple, parce que toi, ta montre biologique, ton horloge biologique qui passe. Mais si tu prends tout le temps dans ta journée, 2, 3 fois par jour, des moments dans lesquels tu te centres à vivre dans le monde quantique, on ne ressent plus cette angoisse de quand est-ce qu'il va arriver parce qu'il est là. Donc, par exemple, si j'étais là toute seule parce que j'avais personne pour aller dans une fête, par exemple, j'étais invitée dans une fête, mon chéri n'habitait pas dans la même ville que moi, et il n'était pas du tout intéressé, même si c'était possible de venir, de faire le déplacement pour m'accompagner, donc j'étais toute seule. Donc, je fermais mes yeux et je faisais la fête avec l'amour de ma vie. Donc, je disais, ah, ça sera génial quand on ira des fêtes ensemble. Et donc, tu vas me dire si je suis bien habillée ou pas. Et tu vas m'aider à choisir les robes. Et on va beaucoup rire. Et tu vas me déshabiller avant d'aller à la fête parce que tu devras faire l'amour avec moi avant d'aller faire la fête. Et tu vas être toute la soirée avec tes amis, moi avec les miens, mais tu vas me regarder tout le temps avec des yeux coquins. Et je rêvais de ça. Je rêvais de ça. Et donc, à ce moment-là, je montais dans une dimension vraiment super délicieuse de ma vie. Je me ressentais dans tout mon être. C'est pour ça que c'est important de ressentir. Hein. Prendre le temps, c'est pas, ah oui, je sais bien, on ira à la fête et on sera super content et ça va être super génial. Non. C'était vraiment, ah oui, je ressens, je te vois, mais je ressens ton regard sur moi, je ressens ma robe de fête, je ressens que je m'échange la robe. Toutes ces choses-là, je les ressentais profondément, moi. Je restais dans cet état d'hypnose, finalement, de méditation, de contemplation, finalement, toutes les sciences qui parlent de l'état créatif, c'est ça, on est dans un autre état de conscience. Quand je sortais de là, j'étais tellement contente que je pouvais partir toute seule à ma fête. Je passais des super fêtes, je m'amusais, et c'était bien. Donc, le temps n'était pas un souci. Parce que je pourrais dire, des moments où j'ai eu la première conversation avec toi, même si je ne savais pas que c'était toi, au moment où je te rencontre physiquement en Chine, c'est aussi la rencontre spectaculaire que je voulais, c'est passé pas plus d'un an et demi. Vraiment, pas plus d'un an et demi. Que c'est parfait en plus parce que si je t'aurais rencontré avant, je n'étais pas prête. Je ne pouvais pas avoir une relation comme celle qu'on a entreprise, toi et moi. Mais si je vois toute ma préparation, je me souviens mon premier stage, je le démarrais à 22 ans. Donc, tout ce temps-là, j'étais en train de me préparer, de lire. Donc, il faut aussi reconnaître tout le travail que vous avez déjà fait, et tous les livres que vous avez déjà lus, tous les entraînements que vous avez eus avec des chéris qui ne vous plaisent pas, des gens qui n'ont pas été à l'auteur par rapport à certaines choses. Donc, c'est important qu'on reconnaisse que le temps, c'est important, mais si on n'apprend pas à être heureux avec ce qu'on a, on ne sera jamais heureux avec ce qu'on n'a pas. Donc, si on n'arrive pas à être bien, même si on n'est pas en couple, quand on sera en couple, on ne sera pas heureux non plus. Parce que donc, ça sera lui qui fait ça sera son tempérament. Oui, c'est sympa, il m'aime, je l'aime, mais il a des comportements qui ne me plaisent pas, que ça, tout le temps, ça va exister. Donc, c'est important de réfléchir à la façon dont ma philosophie de vie maintenant, ce n'est plus dans la relation de couple parce qu'on continue à la co-créer, toi et moi. C'est plus dans des autres objectifs, des objectifs professionnels, des objectifs d'argent, des physiques, de santé. Mais je suis plus dans l'angoisse de quand ça va arriver. Je suis plus dans la certitude et dans la joie de profiter de ce que j'ai et de me charger de ce que je veux et de profiter de ce schéma-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Et peut-être pour terminer, par rapport à cette création quantique, à partir de quel moment on valide que c'est bien notre création quantique? Parce que tu expliques que tu t'es préparé, bien entendu, en amont de notre rencontre. Tu as, entre guillemets, travaillé un pied dans la réalité, un pied dans la dimension quantique pendant plus d'un an. Tu fais un voyage en Chine et tu rencontres un homme et cet homme-là, c'était le bon. Comment tu as validé le fait que ça, c'était le fruit de cette dimension dans laquelle tu t'es projeté pendant des semaines et des semaines? Il y a eu beaucoup
beaucoup de synchronicité, énormément de synchronicité, des synchronicités exactes. C'est d'ailleurs le thème de mon livre, de notre livre, parce que les synchronicités, c'est quelque chose que j'avais demandé. J'avais demandé, donnez-moi des signes clairs, des choses que je puisse voir d'une façon tellement évidente que même moi, en étant têtue comme je suis, je ne puisse pas passer de côté. Donc ça, c'était une chose. Il y avait beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui étaient évidentes, que c'était la même personne, des choses précises. Mais de l'autre côté, je pense que particulièrement nous, les femmes, je sais les hommes aussi, mais on sait quand c'est une relation qui est vraiment précieuse pour nous et on sait quand on est dans une relation qui donne rien. Ça me fait rire quand, avec toute la tendresse du monde, parce que ça me rappelle de moi-même dans une autre époque, quand une cliente vient me dire, je suis dans une relation, mais je ne sais pas si c'est le bon ou c'est pas le bon. Si tu es dans cette position de te poser la question, tu sais déjà la réponse. La réponse est déjà claire. Quand je te rencontrais physiquement, c'était absolument clair pour moi. C'était naturel, c'était évident. Il n'y avait pas de questionnement autour. Il y avait des questionnements logistiques. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il faut bouger? Parce que la réalité continue à être là. Mais dans le monde quantique, dans l'énergétique, dans tout ce qui est mon ressenti, c'était hyper évident. C'était évident et j'avais aussi une réponse de ton côté. Parce que des fois, il y a des femmes qui me disent, oui, mais je sais que c'est lui l'amour de ma vie, c'est mon âme jumelle, mais lui, il ne se rend pas compte. S'il ne se rend pas compte, ce n'est pas lui. Donc, c'était quelque chose que du moment où on a décidé, on se rencontrait, tous les synchronicités étaient là, mais aussi ta présence, ta réponse, ta participation dans sa co-création, que c'est maintenant à deux, désormais à deux, était active. Donc, tu étais là et on a continué déjà à faire un chemin ensemble. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses, encore une fois, à tester dans le monde quantique, mais aussi dans la réalité. C'est-à-dire, dans le monde quantique, j'ai cette certitude, c'est lui. Dans la réalité, est-ce que ça se passe comme ça? Non, lui, il est marié, il est décidé à faire le tour du monde, et moi, j'ai envie de me garder dans cette maison et avoir des petits. Donc, non. Ok, je remercie cet être, je remercie cet homme, c'est pas toi, mais Dieu est une autre création que je dois aller chercher. Si je reste beaucoup de temps avec toi, avec ta création, je vais rentrer dans la tienne, mais c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai envie d'aller chercher la mienne. Donc, c'est important tout le temps être dans ces deux réalités. Et être attentif des cadeaux que cette création qu'on a envie de faire nous donne, parce que des fois, on croit qu'on cherche quelque chose. De mon côté, je croyais que je cherchais l'amour des couples. Je croyais que je voulais être mariée, avoir un mari, un compagnon de vie. Et en fait, ça, c'était le cadeau. Et c'est ce que je vis maintenant. Mais vraiment, la retrouvaille, les trésors que je trouvais avec toutes ces démarches, ça a été sans doute m'aimer moi-même, m'accepter moi-même, me retrouver moi-même comme la femme irrésistible, la déesse irrésistible que je suis. Et ça, c'était pas dans mon guion, tu vois, ça, je pouvais pas le créer. C'était là. Donc, c'est ça, le processus créatif, comme je le vois et comme toi et moi, on le conçoit de maintenant. Toujours avoir un pied dans la réalité, avoir un autre pied dans la dimension quantique, avoir la certitude que ça marche, et puis être à l'écoute des synchronicités, des signes. Au début, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, quand tu t'es retrouvé dans ta voiture, ça peut paraître être un peu surprenant de parler toute seule. Et donc, je crois que tu peux confirmer à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui veulent entreprendre ce mode opératoire, en quelque sorte, de ne pas avoir peur de parler seul et de pas se prendre pour un fou ou pour une folle, puisque c'est vraiment l'étape numéro 1, c'est de parler à cette dimension quantique. Exactement. Voilà. Bien, écoute Marie-Isabelle, merci. Si tu avais à faire retenir une seule chose à toutes ces personnes qui suivent le sommet de la conscience par rapport à ta participation, par rapport à cette dimension de quantique, à la réalité, qu'est-ce que ça serait? Sans hésitation, faire conscience, compte tenu qu'on est dans le sommet de la conscience, faire conscience qu'on est toujours en train de créer sa réalité. On a parlé de réalité amoureuse, mais on parle de toutes les réalités. Et qu'on est tout le temps en train d'aller dans le monde quantique et dans le monde réel. Même si vous êtes conscient ou pas, vous êtes en train de le faire. Chaque fois que vous êtes angoissé, que vous êtes préoccupé pour une situation, vous êtes dans le monde quantique parce que c'est pas la réalité, ça n'existe pas.
la peur que ton appartement soit saisi par le juge, c'est dans le futur, ça n'existe pas. Mais tu es dans cette création quantique. Donc, c'est faire conscience aujourd'hui qu'il y a des choses qu'un créateur quantique ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre les angoisses longtemps. On doit se permettre de ressentir son corps pour évacuer l'émotion, pour libérer, on dit évacuer, pour libérer l'émotion qui va produire des toxines dans le corps, donc il faut ressentir ça dans le corps, mais après il faut sortir de là et partir dans une réalité quantique positive, aimante, grande, parce que sinon c'est une lame à double tranchant. Donc il faut faire attention. Simplement, rappelez-vous, vous êtes tout le temps en train de créer votre réalité. Faites attention où vous allez dans le monde quantique, parce que ça dépend de où vous allez plus souvent dans le monde quantique, où vous allez construire votre réalité, comment ça va se passer votre réalité, où vous allez aller dans votre futur, particulièrement dans votre relation de couple. Oui, et je crois que pour toutes celles et tous ceux qui pourraient encore douter de cette réalité et de cette existence quantique, moi j'ai voulu aujourd'hui être à tes côtés parce que je suis le témoin de la création de Marie-Isabelle. Je suis le témoin comme quoi ce travail a produit quelque chose de concret. Et sans dévoiler notre intimité et notre quotidien, ça fait maintenant 15 ans qu'on voyage dans le temps ensemble, au quotidien, et on continue la concrétisation de ce qu'on appelle nos petits miracles, avec toujours le même mode opératoire que tu as évoqué tout à l'heure, avec ses intentions, avec ses émotions élevées, avec cette prise de conscience que les choses sont possibles. Donc encore une fois, ça marche. On a toujours tendance à le dire, nous sommes, Marie-Isabelle et moi, des laborantins, et on expérimente effectivement que tout est possible, à condition d'avoir effectivement cette envie et cette position de la réalité au quantique et ces allers-retours que tu as fait si bien. Merci beaucoup Marie-Isabelle. Merci à toi de faire partie de ma réalité quantique et pendant quelques temps et maintenant de ma réalité physique ici. Merci à vous tous. Un grand bisou, on vous aime.